Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux, si nombreuses. On a le plaisir et la chance d'accueillir Étienne Mineur. Il me disait tout à l'heure, j'étais étudiant, j'ai monté un blog qui s'appelait MyOS, My Operating System, j'imagine. Il racontait sa vie d'étudiant et ce qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'était des idées et des technologies qui étaient dans l'air du temps. Et il s'est fait une communauté sans même s'en apercevoir. Il a continué, il a bossé avec les outils qui étaient encore une fois dans l'air du temps. Il a fait du Flash quand il fallait faire du Flash. Il a fait de l'HTML quand il fallait faire de l'HTML. Il a fait de la réalité augmentée avant la mode de la réalité augmentée. Et il s'est mis très tôt sur l'usage créatif d'intelligence artificielle. Donc, je vais lui donner la parole très vite parce que c'est lui qui va nous parler de ça. Et en plus, je trouve très bien qu'il vienne ici. C'est pour nous parler de créativité avec les IA. Et le fait est qu'il s'est fait aussi remarquer avec des typographies qui sont de toute beauté. Ça a fait le carton. Donc, je trouve très bien qu'il soit ici, maintenant. Étienne Mineur, je te passe la parole. Merci pour cette introduction. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais vous présenter pas mal de choses sur les intelligences artificielles. Alors tiens, juste comme ça, levez la main. Qui travaille sur Midjourney? Qui a déjà utilisé Midjourney? Ouais, donc vous connaissez. ChatGPT? Voilà, ok. Voilà. Donc vous connaissez, donc je vais aller très vite sur cette partie. Et après, moi, ce qui m'intéresse en tant que designer, c'est justement trouver les bons usages. Donc, on va pouvoir parler peut-être un peu éthique, droit d'usage, des choses comme ça. Mais la position, moi en tout cas que j'ai actuellement, c'est de dire si nous, vous surtout, vous ne trouvez pas des bons usages et des bonnes pratiques à ces technos, les autres ils vont trouver pour vous. Donc moi j'ai vu par exemple, moi j'ai 55 ans, je suis rentré aux Arts Déco en 1987. Alors pas d'internet, pas de web, hein, ça n'existait pas de téléphone portable, mais surtout pas d'ordinateur, zéro. Moi je suis rentré, c'est zéro, pas d'ordinateur. Je suis sorti, toutes les agences, en tout cas à Paris et en France et en Occident, a été équipé avec de la PAO, donc de tous ces ordinateurs. Donc moi j'ai vu en 3-4 ans un métier changer, mais radicalement. Hein. C'est-à-dire que des imprimeries ont coulé, d'autres sont apparus, des métiers ont disparu, d'autres sont apparus. Moi on m'avait dit de toute façon le métier de graphiste c'est fini, ça n'existera pas. A priori vous êtes au courant qu'il n'y a jamais eu autant de graphistes sur Terre qu'actuellement et de typographes. C'est pour ça que je suis assez optimiste moi sur les IA, même si c'est ultra dangereux en même temps. Hein. C'est-à-dire qu'il y a les deux côtés. Hein. Et justement, si vous regardez un peu dans l'histoire du graphisme, moi en tout cas dans mon domaine, l'arrivée de l'informatique en fait a ouvert des gens comme Neville Brody, Philippe Appelois, le groupe d'émigrés avec Susanna Lico et Rudy Vanderland. C'est-à-dire que fin 80, début 90, dans l'histoire de la typographie et du graphisme, ça a été une explosion créative incroyable dans tous les domaines. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que tout d'un coup, on a un nouvel outil où moi, on me disait c'est la mort de ton métier et en fait, c'est arrivé comme jamais. Donc ma théorie, c'est je mets les mains dans le cambouis et je vois ce qu'on fait avec. Mais là, depuis 3 ans, des copains ingénieurs m'avaient dit tiens, ça serait bien que tu regardes un peu les IA. Alors il y a 3 ans, c'était disco-diffusion et des trucs un peu plus anciens. J'ai beaucoup rigolé, j'ai fait ok, rendez-vous dans 15 ans. Voilà. Bon, genre 6 mois plus tard, j'ai fait ah ouais, quand même, c'est chaud. Voilà. Ça commence à monter beaucoup. Et donc là, ce que je vais vous montrer, là, par exemple, regardez ça en intro, ça c'est une vraie courbe, une vraie étude qui a été faite en 2021, hein, il y a 2 ans. Ça c'est la courbe de... Donc le 0, là, la ligne horizontale, c'est nos capacités humaines. En résumé, on est dépassé dans plein de domaines. D'accord ? Et alors, ce qui est super intéressant, c'est que toutes les capacités, vous voyez, les métiers artistiques et dits culturels et dits intellectuels, on se sentait protégé par rapport à la mécanisation de nos métiers. On pensait que ça allait être plutôt le chauffeur de taxi ou le caissier ou la caissière qui allait être remplacé par une machine. En fait, les professions dites intellectuelles et artistiques le sont. Et c'est très très dur. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a toute une partie de notre travail qui est automatisable. D'où les réactions ultra-violentes. Sur les réseaux, il y a vraiment des gens qui sont très très agressifs et qui d'ailleurs la plupart du temps n'ont pas essayé. Hein. Moi, voilà. Donc ça c'est autre chose. Mais vous voyez, tous ces systèmes, alors c'est surtout par exemple la reconnaissance d'image, c'est 2012 l'année charnière. C'est-à-dire que c'est là où la machine a dépassé l'humain. Donc en gros, on est dépassé dans presque tous les domaines et vous voyez la courbe elle est exponentielle. C'est-à-dire que vous voyez la compréhension du langage, c'est tout ce qui est traduction automatique. Toi, il y a 5 ans encore, la traduction automatique, on rigolait. Là, je ne sais pas si vous avez essayé, moi je rigole beaucoup moins. Enfin, quand je rigole, ça m'arrange. Hein. Moi, je suis un très mauvais anglais et allemand, ça m'aide beaucoup, en tout cas dans le domaine. Et en tout cas, le cahier des charges pour les scientifiques au départ, c'était la reconnaissance. D'abord, reconnaissance d'écriture pour l'échec, pour automatiser la reconnaissance d'échec. Reconnaissance de la voix, Shazam ou du son ou Siri. Voilà. Reconnaissance de l'image et de vos visages surtout. Dans tous les aéroports du monde, hein, plus besoin de donner votre passeport. Hein, vous êtes scanné tout de suite. Hein. Et puis récemment, compréhension avec plein de guillemets du langage. Voilà. Et vous voyez, les courbes, elles continuent. En fait, il y a plein de types d'IA différentes. Hein. Quand on dit IA, en ce moment, c'est du deep learning, machine learning, et là, c'est du génératif. Mais il y a
des milliers de types d'algorithmes différents. Ceux qui marchent actuellement, c'est le machine learning, deep learning, sachant que depuis 1947, on essaye de le faire. 2022, ça marche. Voilà, en grand public en plus. Ça fait 4-5 ans que c'est dans les labos, mais ça marche. Et c'est OpenAI qui l'a donné au public, entre guillemets, donné. Mais tout d'un coup, les systèmes de deep learning marchent. Alors pourquoi ils marchent? C'est tout d'un coup, c'est la corrélation de la masse de données qu'on a donnée dans les réseaux sociaux surtout, et la puissance des cartes NVIDIA, par exemple, avec les coprocesseurs arithmétiques. Vous voyez, c'est les cartes, je caricature, mais les cartes vidéo qui nous servent à jouer à Call of Duty et les masses de données que j'ai données le premier sur Facebook ont réussi à ce que les algorithmes, à un moment donné, marchent. Sinon, avant, s'il n'y a pas assez de données, ça ne marche pas. Voilà, c'est des algorithmes très particuliers. Il leur faut, c'est pour ça qu'on appelle ça des large language models. C'est des large, c'est le plus important, il faut que ça soit énorme. Voilà. Et vous voyez, ces courbes continuent. Et juste pour finir là-dessus, au niveau de la reconnaissance de l'image, par exemple, un humain reconnaît entre 3000 et 5000 visages différents. D'accord ? Le 1er janvier 2012, ça y est, on reconnaît 3000 visages. On arrive à la capacité humaine. Mais le truc, c'est que le mois suivant, il en reconnaît 100 000, et le mois et 3 ans plus tard, il en connaît 8 milliards. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le même espace-temps. Voyez, on n'est pas dans la même catégorie. C'est comme courir à côté d'une voiture. C'est pas le même sport. Voyez, on n'est pas dans la même catégorie. Vous connaissez Midjourney, mais la manière actuellement dont... Alors, Midjourney, je vais souvent parler de Midjourney parce qu'actuellement, c'est l'intelligence artificielle générative d'images la plus performante. D'accord ? Il y en a plein d'autres. Midjourney, elle est encore très très haut. Enfin, c'est la meilleure. C'est-à-dire que c'est la plus, comment dire, souple. Ça permet de faire à peu près n'importe quoi. Je suis sur Midjourney et pour générer ces images, j'ai juste tapé, vous voyez, Marion Cotillard. Je peux taper en français, en chinois, en ce que vous voulez. Hein, et on est en langage naturel. C'est ça, une des gros changements de paradigme, c'est que tout d'un coup, vous êtes sur Photoshop, mais là, au lieu de dessiner ou ce que vous voulez, vous tapez ce que vous voulez. Et là, tout d'un coup, alors pourquoi j'ai utilisé Marion Cotillard? C'est que si j'avais mis Étienne Mineur, ça n'aurait pas marché. Il ne me connaît pas. Voilà. Marion Cotillard, et elle est un peu plus connue que moi sur les réseaux. Attention, je vais en parler beaucoup, de bases de données nord-américaines. C'est basé sur des statistiques et des bases de données nord-américaines. J'ai travaillé avec des étudiantes chinoises les Chinois ont exactement les mêmes IA que nous, sauf que c'est basé sur une base de données asiatique. Et donc, quand vous demandez une femme, elle est plutôt asiatique, ou un homme, hein, voilà. Et au contraire, quand vous demandez là, alors là, j'ai demandé Marion Cotillard, elle est occidentale, mais par défaut, elle va plutôt vous présenter quelqu'un de type européen. Et là, vous voyez, je l'ai dit dans un style de Moebius que vous devez connaître, qui est très connu au niveau international. Par exemple, si vous mettez Riyad Sattouf, ça ne marche pas. Parce que Riyad Sattouf, qui vend, vous connaissez, qui vend beaucoup en France, mais pas du tout aux États-Unis. Donc, marche pas. Et puis là, vous voyez, voilà, j'ai fait le même, ce qu'on appelle prompt, dans le style de Pixar. Voilà. Et ça, c'est infini. Voilà. Donc là, c'est infini. Donc ça, c'est un petit exemple. Et le gros changement, quand même, ça, c'était il y a 1 an et demi, avec le même prompt. J'ai dû sûrement dire une femme rousse, d'accord ? Ça mettait plus d'1 minute à générer. Ça, c'était il y a 6 mois, 5 secondes pour faire ça. Donc ça, c'est pour vous montrer l'accélération de la qualité. Ça ne veut pas dire que c'est mieux quand je dis qualité dans l'hyperréalisme. Hein. Au niveau qualité, c'est autre chose. Hein. Mais en tout cas, dans l'hyperréalisme, ça va extrêmement vite. Pareil pour celle-là. Je me suis amusé avec Emmanuel Macron. Alors moi, je préfère celle de gauche. Hein. Elle est plus créative, plus drôle d'ailleurs. D'ailleurs, c'est un des gros problèmes actuellement. Les IA actuelles sont très normalisées. Elles font une image standard. Ça, c'est la version 1 de Midjourney, qui a 1 an et demi, 2 ans au maximum, et qui mettait bien 5 minutes, voire 10 minutes des fois. Et celle-là, c'est 4 secondes. Voilà, pour Emmanuel Macron. Ça, c'est pour des mises en page. Donc, par exemple, là, j'ai juste mis, vous voyez, poster d'un film d'horreur dans le style du studio Ghibli et Olga Suvurova. Alors, et vous voyez, ça, c'est juste pour bien montrer là aux étudiants. Moi, ce que je montre souvent, c'est que statistiquement, Miyazaki ou le studio Ghibli est plus fort que cette illustratrice polonaise qui fait des choses très kitsch avec plein de fleurs. J'avais pris quelqu'un qui avait un style très fort, qui est connu, mais qui est moins important. Studio Ghibli, ils explosent tout le monde. Hein. C'est-à-dire que c'est les plus forts statistiquement. Ça, ces femmes n'existent pas. Hein. Si vous faites des photos de ce genre, là, c'est clair, c'est fini. Non, mais c'est fini. C'est-à-dire que, alors, je ne sais plus si c'est Zara et compagnie qui ont dit que tous les prochains catalogues et images, c'était des mannequins qui n'existaient pas. Pour plein de raisons, surtout économiques. Hein. Pas de droit, pas de problème. Hein, voilà. Mais ce genre de photos, et pourquoi, vous allez voir, il y a souvent des photos de femmes. Alors déjà, c'est souvent des mecs derrière qui codent, mais c'est surtout qu'il y a énormément de photos de femmes de 20 ans, en gros, sur Internet. Ça, par exemple, ça c'est un vrai cas particulier. J'ai travaillé pour La Villette, là, il y a 6 mois. On devait avoir 3 photos de 3 petits garçons avec telle lumière et tout. Et moi, j'ai fait juste des planches de style. Juste dit, bon, voilà, les photos, ça devrait être ça. Alors,
Première chose, un truc assez drôle, regardez, il me met aussi des enfants asiatiques, ce qui est tout nouveau. Hein. Ben ça, c'est parce que Midjourney a fusionné sa base de données avec une base de données asiatique. Et donc tout d'un coup, statistiquement, quand vous demandez « montre-moi 3 petits garçons », ben vous avez une chance sur 2 qu'ils soient d'origine asiatique ou métisse. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et surtout aussi ce qui s'est passé en vrai. Alors après, c'est le même prompt, on me disait en illustration, en aquarelle, après c'est infini. Mais surtout, c'est 5 secondes. Hein. C'est surréaliste, hein, la vitesse. Hein. On est dans un changement radical. Et surtout, là, ce qui s'est passé en vrai, c'est que la productrice a dit alors attends, je comprends pas là, c'est quoi ta base de données incroyable? Parce qu'après, j'ai fait des enfants de type arabe, des asiatiques, j'ai fait plein de mélanges. Je me dis, mais c'est incroyable cette base de données, Getty ne propose pas ça, les bases de données. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et comment tu as fait? Tu as shooté où? Je dis, non, ces enfants n'existent pas. Et alors là, la personne, très vite, a dit, alors attends, tu me dis qu'ils n'existent pas. Donc, pas de droit à payer, pas de parents, pas de shooting. Et des enfants, c'est galère hein, de faire des photos d'enfants. Il dit, c'est bon, on le prend. Et j'ai dit non, mais c'était pour des planches de style, ils ont pris ça, bon, voilà, ils se sont débrouillés avec, mais ça c'est pour voir tout d'un coup, tac, dire voilà. Alors il n'y avait pas le budget pour faire des vraies photos, mais même par rapport à une base de données, les Shutterstock et compagnie, c'était on prend ça. On parlera des droits après. Hein. Ça c'est une définition intéressante. Vous voyez, l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Le mot le plus important, c'est simuler. Ce n'est que de la simulation. C'est un simulateur de créativité. Ce n'est qu'un simulateur. Ça, il faut bien le comprendre. Alors, je pense que vous êtes au courant, vous, mais des fois, il n'y a pas de conscience, il n'y a rien. L'IA ne sait pas ce qu'elle fait. D'accord ? Il y a une sorte de fantasme. Oui, un jour, elle va se réveiller. Non, pour l'instant. Mais en tout cas, la manière dont c'est codé actuellement, je ne suis pas mathématicien, mais ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'est purement statistique. D'ailleurs, vous savez, ChatGPT, quand il commence à écrire, il ne sait pas du tout ce qu'il va écrire après. Hein. C'est statistiquement, après un T et U, en français, il y a souvent un ES ou un AS, mais c'est vraiment statistique. Hein. Il n'a pas d'idée derrière la tête, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est pour ça qu'elle est dangereuse d'ailleurs. C'est-à-dire qu'elle n'a aucun sens commun, aucune morale, aucune éthique. Elle balance des trucs. Voilà. Donc le mot le plus important, c'est simuler. Et surtout, nous, humains, on n'est pas d'accord ce que veut dire intelligence. Personne n'a une définition d'intelligence réelle. Elle change tout le temps. Donc déjà, c'est compliqué. Et puis alors, si vous avez travaillé vraiment avec des IA, moi, ce que je vois avec les étudiants, c'est après 2-3 jours de travail, tout le monde a compris que ce n'était pas intelligent. C'est qu'en vrai, si vous voulez vraiment faire une image très précise ou un texte, moi je parle beaucoup d'images, ben, c'est extrêmement compliqué et on voit qu'elle est complètement idiote, qu'elle n'a pas de sens commun, elle ne connaît pas sa droite et sa gauche, Midjourney. C'est bizarre, hein, on est dans des trucs de maths les plus extrêmes du monde, par contre, il ne sait pas compter au-delà de 4. Voilà, donc vous allez voir, sur Midjourney, hein, ChatGPT, c'est un peu compté. Après, il y a tout un nouveau vocabulaire qui arrive, que vous allez voir arriver. Alors, je pense que le mot que vous connaissez, c'est prompt. Hein, je pense qu'il va devenir un verbe du premier groupe dans 2 ans dans le dictionnaire, prompter. Voilà. Mais il y a plein de mots qui viennent des maths, en fait. Voilà. Bon, l'open source, c'est autre chose, mais par exemple, le fine-tuning, l'embedding, le token, je pense que vous entendez parler. Il y a l'espace latent space, qui est très important, je vais vous en parler. Il y a un nouveau vocabulaire qui arrive dans nos mots. C'est comme moi, au début, l'apparition de l'informatique, on a des nouveaux mots qui sont arrivés, qui sont rentrés dans le langage courant, puis d'autres ont disparu. Voilà. Donc mais ça, c'est intéressant de savoir de quoi on parle. Token, par exemple, c'est l'unité de mesure. Ceux qui sont de ma génération, je pense qu'on se rappelle tous de ça. Tout d'un coup, en 1997, le champion du monde, Kasparov, se fait battre par une machine. Chose qu'on pensait impossible. D'un coup, une machine bat le plus grand champion du monde sur le jeu qu'on pensait le plus intellectuel du monde, qui était purement de l'intelligence. Mais on s'est tous rassurés. Moi, je me rappelle, non, mais il y a un jeu encore plus compliqué qui s'appelle le Go. Une machine ne pourra jamais nous battre. Bon, je ne sais pas si vous vous rappelez, avant le Covid, 2016, en fait, AlphaGo 0 a battu le champion du monde de Go. Mais là où c'est intéressant, c'est que Kasparov s'est fait battre par la fatigue. C'est-à-dire que la machine en face calcule, vous verrez le nombre de millions de positions par seconde, à la moindre erreur de l'humain, tac, elle est imparable. Alors que là, Lycédol, il dit, j'ai perdu, mais par contre, j'ai perdu face à des stratégies que je n'avais jamais vues auparavant. Et ça devient super intéressant. C'est-à-dire que Kasparov sait pourquoi il a perdu. C'est des stratégies, voilà, à un moment donné, il connaît toutes les grandes parties des grands maîtres, il sait à tel point, tac, j'ai perdu à telle minute, je le sais. Là, lui dit, j'ai vu des stratégies nouvelles. Donc c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'avec les deep learning et le machine learning émergent des stratégies non humaines. Et c'est là où ça devient intéressant pour la création, en tout cas moi c'est la manière dont je le prends, c'est que tout d'un coup on dialogue avec une entité non humaine. Je ne suis pas en train de délirer, hein. Si ceux qui ont pas mal joué avec Midjourney ou ChatGPT savent de quoi je parle, c'est que tout d'un coup elle délire, elle hallucine. C'est vraiment le terme technique, elle hallucine. D'accord ? Elle n'est pas cartésienne, entre guillemets. 1 plus 1 n'est pas égal à 2. C'est 1 plus 1 est probablement égal à 2. Et c'est le probablement qui est intéressant. Alors, comment ça marche ? Je vais vite là-dessus. 97, on a un système expert. Il connaît les règles, il connaît toutes les ouvertures, il connaît toutes les parties, 700 000 parties par cœur, et il calcule 200 millions de positions par seconde. Regardez AlphaGo 0.
aucune donnée extérieure. C'est-à-dire que l'ordinateur n'a jamais vu de partie de sa vie. Il calcule que 80 000 positions par seconde, ce qui n'est pas énorme. Par contre, il a joué 9 heures contre lui-même. Et à partir de là, il est arrivé à trouver des nouvelles stratégies non humaines puisqu'il n'a pas joué contre des humains. Regardez comment ça marche. Un système d'IA générative. Là, c'est une IA qui, pour aider une voiture autonome donc, à se garer. On lui donne juste comme but, tu dois te garer dans ce rectangle rouge. La seule chose qu'on lui donne, c'est tu avances et tu recules et tu vas à droite et à gauche. C'est tout. On ne lui donne pas de règles, aucune. C'est ça qui est tout nouveau dans ce système de génération. On ne lui donne pas de règles. Et comme vous voyez, elle n'a pas de sens commun. Elle fait n'importe quoi au début, mais n'importe quoi. C'est le système de deep learning et de machine learning, c'est qu'au début, elle fait n'importe quoi et par des systèmes de réussite et d'erreur, elle restructure un réseau de neurones pour petit à petit, comme vous, quand vous avez fait du vélo. Hein, au début, je ne sais pas si vous en rappelez, mais ce n'est pas évident de comprendre qu'il faut aller vite pour avoir de l'équilibre, ce n'est pas naturel. Et à un moment donné, vous comprenez et c'est bon. Et là, vous voyez, elle fait n'importe quoi. Vous voyez, on est à l'essai, vous voyez à droite, l'essai numéro 9. Bah, j'espère que quand vous avez passé le permis de conduire ou quand vous allez le passer, j'espère que vous serez meilleur, voyez, parce que c'est pas terrible. Donc là, on accélère. Donc c'est une simulation pour montrer, mais c'est vraiment la manière dont ça s'apprend. Donc regardez, on est quand même à 5000 essais, elle ne sait toujours pas se garer. Regardez au bout de 5000 essais, c'est pathétique, hein. C'est pas terrible. Voilà. Par contre, alors je vais accélérer cette vidéo insoutenable, voilà, vous allez voir, parce que c'est long, hein. Parce que moi je connais le nombre d'essais à la fin. Voilà. Donc j'accélère. Hop, là, voilà. Alors c'est drôle parce que des fois il y a des stratégies non humaines. Regardez comment elle se gare. En gros, il lui a fallu 300 000 essais pour arriver à se garer. Voilà, d'accord. Nous, en gros, c'est 3. 3, 4, on arrive à se garer. Voilà. Mais par contre, ces 300 000, elle les en fait en 2 secondes. C'est ça le truc. C'est qu'on n'est pas dans le même espace-temps que ces bestioles. Voilà. Et c'est pareil, c'est Luc Julia, l'inventeur de Siri, qui disait, voilà, un enfant, pour reconnaître un chat d'un chien, il lui faut juste 3 photos. Une IA, c'est 100 000. Donc on n'a pas le même cerveau, c'est pas, voilà, c'est pas le même cerveau que nous, c'est un autre cerveau. Mais par contre, pour ça, en fait, elle a mis 2-3 secondes, elle a fait 300 000 essais en 2-3 secondes. Nous, on a peut-être autre chose à faire d'abord, et puis, mais c'est surtout, on va beaucoup plus vite. Sur certaines choses, on a un sens commun que les IA n'ont pas. Par contre, elles arrivent à compenser cette bêtise en force. Voilà. Même, alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les mathématiciens qui disent. Ils disent non, nous c'est vraiment en force. Donc ça dépense beaucoup d'énergie. Hein, l'apprentissage c'est lourd, c'est en force, mais on y arrive. Rapidement, un dernier exemple. Ça c'est pour dans le jeu vidéo. Regardez, c'est 2 IA. Donc pareil, hein, c'est des IA, on leur a rien donné comme consigne. Le seul truc, le but du jeu, c'est que dès que les rouges voient dans la ligne de mire les bleus, ils ont perdu. C'est tout. Donc les petites IA, elles font n'importe quoi. Elles n'ont pas de stratégie à la base. Elles ne savent pas qu'il faut se cacher ni rien. C'est juste, vous voyez, ils font des mouvements un peu erratiques, un peu n'importe quoi. Et puis, vous voyez, les rouges à chaque fois. Sauf que tout d'un coup, là, ils ont fait un montage. Regardez ce qui s'est passé. Tac, à un moment donné, les bleus font ça. Et ça marche. Donc là, qu'est-ce qui se passe? L'IA bleue continue à faire ça puisque ça marche. Continue. Et les rouges commencent à faire autre chose. Ils essayent de faire n'importe quoi. Voilà. Mais vraiment n'importe quoi, voilà, ça repart. Voilà. Et tout d'un coup, en faisant n'importe quoi, là, regardez ce qui se passe, tac, il y en a un qui prend ça et qui fait ça, et là, ça marche. Regardez, tac. Et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est émergent. Le terme, c'est ça émerge. Et donc, c'est des stratégies non humaines. Alors là, ça peut être une stratégie humaine, on est d'accord, mais quand vous le faites des millions et des millions, des milliards de fois, quand vous entraînez une machine surpuissante pendant 9 heures, elle arrive à déterminer. Et alors, regardez, ça continue, ils ont laissé le truc, mais regardez ce qu'il fait le bleu après. Voilà, et donc les stratégies continuent. Alors là, ils ont fait un montage, hein, parce que je crois qu'il y a plusieurs centaines de millions d'essais arrivés à ça, mais c'est en 2 minutes. Alors comment elles ont appris à lire, à écrire, à connaître? C'est simple, moi ça fait 20 ans que je remplis ça, et je ne sais pas si vous le savez, mais 1 sur 2, on ne connaît pas la réponse. C'est par exemple Inquiry, c'est juste l'IA qui n'arrive pas à lire ça, et qui pose la question aux humains. Et vous, pour avoir votre, et moi le premier, hein, je sais pas quoi, un truc gratuit pour accéder à un site web, je remplis le CAPTCHA, sachant qu'il y en a, vous savez, les CAPTCHA, il y en a toujours 2 ou 3. Il y en a toujours un, ne connaît pas la réponse. Quoi que vous fassiez, c'est bon. C'est comme ça qu'on lui a appris à lire, en force. C'est nous qui lui avons appris à lire. Nous, et c'est pour ça, l'IA n'est faite que pour nous faire plaisir. Elle essaye de copier ce qu'on fait. Et alors là, maintenant, actuellement, vous avez vu, il y en a plein sur les feux rouges, les voitures, les piétons, et aussi ce qu'on fait par exemple mid-journée. Ils ont aspiré, on en parle un petit peu après, mais des milliards de sites pour leur apprendre. Et là où Midjourney est très malin, c'est qu'au lieu d'aspirer l'intégralité d'Internet, ils ont aspiré tous les sites qu'allaient voir les graphistes. Donc Pinterest, DeviantArt, enfin tout ça. Et c'est intéressant parce qu'eux, ils ont été assez intelligents pour dire, si ça leur plaît, je vais déjà aspirer ce qui leur plaît. Ce qui est une logique. Hein. Alors que OpenAI, par exemple, avec DALL-E, ils ont aspiré tout Internet. Ils ont tout pris. C'est simple. 100% de l'Internet anglophone. Comme ça, c'est vite fait. Eux, ils ont aspiré quand même 40 milliards d'images. Hein.
Ça fait pas mal. Et donc après, en fait, si vous avez des ingrédients comme en cuisine de bonne qualité, a priori, tu vois, par exemple, j'achète au supermarché des tomates vraiment pas bonnes, tu sais, qui ont goût d'eau. Je fais une sauce tomate. Si toi, tu achètes des tomates, c'est un producteur où tu as vraiment des vrais goûts de tomate, on a la même recette, ta sauce tomate sera meilleure. Là, c'est exactement pareil. C'est la chasse aux data de qualité. C'est-à-dire que si vous avez des données de qualité, ça vaut de l'or. Moi, j'ai travaillé pas mal dans la mode. En fait, tout d'un coup, quand vous avez une boîte qui a plus de 80 ans et qui ressort tous ces croquis qui n'ont pas été sur Internet, vous le faites apprendre par une IA, et là, tout d'un coup, vous avez de l'or. Actuellement, les sociétés sont en train de se dire, ils développent tous leur IA personnelle. On en parlera après. Ils n'utilisent pas les IA globales, ils vont utiliser des IA que pour eux, dans un domaine précis. Mais par contre, il faut absolument que ces data soient de qualité. Sinon, si on vous donne vous voyez, je vous donne mon disque dur en vrac, vous allez qu'est-ce que je fais, comment je retrouve les fichiers, voilà. Alors que là, si je vous fais un catalogue très précis, vous allez gagner du temps. Alors, il y a un truc extraordinaire, c'est que jusqu'en 2017 ou 2016, toutes les IA étaient non génératives. Elles étaient là pour de la détection. Il y a quelqu'un, un artiste en plus, c'est marrant, qui travaillait dans une boîte qui faisait des IA pour générer automatiquement des légendes par rapport à des photos. Donc, ce qu'il faisait, c'était de l'image vers le texte. Par exemple, toutes les personnes pour les sous-titrages, des choses comme ça, comment on décrit des photos. Voilà. Et tout d'un coup, cette personne, peut-être pas tout seul, mais en tout cas, il a dit, mais on ne peut pas faire le contraire. Ces IA sont capables de détecter des chiens, des chats, des hamsters, tout ce que vous voulez, des hommes, des femmes. Et là, la question était géniale, c'est tu peux le renverser, tu peux lui dire, mais à quoi ressemble un chat pour toi? Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Comme ce sont que des algorithmes, on peut les retourner. C'est des mathématiques. Alors je dis ça facilement, je pense que c'est un peu plus compliqué, mais c'est possible. Et là, tout d'un coup, c'est passé ça ou ça. Tout d'un coup, l'IA a dit, voilà, alors plutôt à droite au début, pour moi, un chat, ça ressemble à ça. Voilà. Alors, c'est très bizarre, mais ça ressemble à un chat, on est d'accord. Et après, ça s'est un peu amélioré. Et puis maintenant, honnêtement, le chat, à l'œil humain, vous ne pouvez pas savoir si c'est un faux chat, un vrai chat. Voilà. Et donc après, ça a été un peu la fête. C'était il y a 3-4 ans, ça. Ça, c'était un site web qui existe toujours, d'ailleurs. This person does not exist. Ces personnes n'existent pas. Et c'est justement, ça s'appelle des GAN, des algorithmes d'IA que pour les visages, qui servent pour la reconnaissance faciale, mais qu'on a retourné. Et donc, comme ils reconnaissent 8 milliards de personnes, ils sont capables de générer des images. C'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que l'IA, elle, l'entrée ou la sortie, elle s'en moque. Elle peut aller du texte vers le texte, du texte vers l'audio, de l'audio vers la musique, enfin vers la vidéo vers la 3D. Voilà, ils passent de l'un à l'autre sans problème. Alors, comment ça marche? Là, je vais extrêmement vite. C'est ce que vous avez dit, on a des humains pour renforcer, ça s'appelle du renforcement, ces IA. Pour lui dire non, ça c'est vraiment un chien. Et il faut que ce soit des humains qui le fassent. Et à chaque fois, en fait, il renforce son réseau de neurones, mais sachant que dans les grands langages de modèles et les IA génératifs d'images, là, chaque petite neurone, on a 70 milliards, voire le dernier 140 milliards de neurones. D'accord. Et c'est pour ça que c'est très très dur, on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire que si le chat il a une oreille qui tombe, on ne peut pas savoir pourquoi. C'est impossible. Et c'est pour ça que c'est très très dur, c'est impossible de retracer les images d'ailleurs d'où elles viennent. C'est pour ça que c'est très très dur actuellement. Les ayants droit ont des problèmes parce que mathématiquement, il est impossible de prouver que vous avez aspiré mon image parce que regardez, quand je tape, je sais pas quoi, un bonhomme avec plus trop de cheveux et une chemise à rayures, ça ressemble à moi. Ouais, mais en fait, il y a 180 autres milliards d'images dedans et on ne peut pas prouver ça. Donc c'est très très compliqué. Et chose intéressante, c'est qu'à chaque fois, pour chaque élément graphique, on crée un tableau de vecteurs, ça s'appelle un embedding. En gros, c'est une sorte d'espéranto numérique, c'est un tableau. C'est-à-dire que tout est traduit, son, image, texte et tout, par un tableau de chiffres, d'accord? Et tous ces éléments, comme dans votre cerveau, si je vous parle de nature pendant 10 minutes et après je vous parle de quelque chose qui vole, vous allez plutôt penser à un oiseau. Si je vous parle de moteur à réaction et de mécanique, vous allez plutôt penser instinctivement à un avion, d'accord? C'est pareil. C'est-à-dire que là, tous les mots sont placés dans un espace sémantique à n dimensions. Et là, juste pour GPT-3, qui est vraiment l'ancêtre de ChatGPT, il y avait déjà 12 288 dimensions. C'est-à-dire que tous les éléments sont placés par rapport au contexte. Ce sont des tableaux comme ça, vous voyez. Là, par exemple, ça serait un élément juste à 2 dimensions. Donc, le mot roi, j'aurais un axe sur le genre et un axe sur l'âge. Et en fait, il est à 3, 1. Et le prince, il est à 1, 1. Voilà. Et donc ça serait juste un espace pour le mot reine-roi. Mais vous imaginez, ce mot reine-roi peut être dans des milliards de dimensions différentes. Voilà. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est l'espace latent, c'est ça. Et suivant le contexte, c'est-à-dire que quand vous allez décrire dans votre prompt « Je veux dans la nature, inspiré par Miyazaki, mais à Paris avec la tour Eiffel », et tout d'un coup, tous ces mots, tous ces éléments, tous ces tableaux de chiffres vont changer d'espace et vont s'agglutiner plus ou moins. Et donc après, on compare ces tableaux de chiffres aussi entre l'image
et le mot dog, on compare les deux, et s'ils sont assez proches, c'est là où c'est pas égal, c'est plus ou moins proche, on dit que donc c'est un chien. D'accord ? Et c'est ça, hein, le 1 plus 1 n'est pas égal à 2, c'est 1 plus 1 est probablement égal à 2. C'est là où ça devient intéressant, et c'est là où ça permet de la folie et des choses un peu différentes. Ouais. Ça, c'est en vrai. J'ai fait ça l'année dernière sur ma machine, avec une IA sur ma machine, Stable Diffusion. J'ai tapé un chat noir dans les rues de New York. Au début, pour l'image, il commence toujours par du bruit. C'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, ils font n'importe quoi au début, hein, les petits robots, la petite voiture. Et regardez, et là, dans cette bouillie de pixels, il hallucine, mais c'est vraiment le terme technique, il hallucine un chat noir. Je pense que vous allez commencer à le voir arriver. Dans cette bouillie de pixels, il dit « Ah, je crois voir », parce qu'il a été entraîné pour reconnaître des chats noirs. Alors, des chats noirs, des chiens, tout ce que vous voulez, mais il essaye de reconnaître. Et là, vous voyez, je pense que vous le voyez, et tout d'un coup, on voit un chat apparaître quelque part, et lui, il rebouge comme ça, plus ou moins en aléatoire, ses pixels. Ça s'appelle les steps, les étapes. Et on peut avoir plein d'étapes. Et là, il hallucine vraiment. C'est vraiment un chat noir là-dedans. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que vous relancez un prompt, donc que vous relancez une requête, l'image sera toujours unique. C'est comme une photo. L'image est toujours unique parce qu'il parle toujours d'un bruit différent. Donc même si je redemande après, vous voyez ma magnifique photo, alors c'est une photo d'il y a 2 ans ou 1 an et demi, mais si je remets le même prompt, l'image sera différente tout le temps parce qu'il part d'une image bruitée tout le temps différente. Ça s'appelle le seed, la graine de départ. Alors, c'est intéressant parce que ça, c'est des vraies images, hein, que j'aurais aimé bien faire les photos. C'est des vraies images. Et ben en fait, les IA utilisent la pareidolie, qui était d'ailleurs une des preuves de l'intelligence humaine, ratée, puisque les IA fonctionnent pareil. C'est-à-dire c'est notre capacité à projeter du sens sur quelque chose qui n'en a pas. Donc du bruit. Vous voyez, quand on vous dit là-haut, le petit nounours, là, je pense que vous voyez tous un nounours là-haut. Le nounours, c'est dans notre tête. Hein. Les nuages, voilà, il n'y a aucun rapport entre un nounours ou un lapin ou une sorte de chat bizarre. Voilà. Mais nous, on est capable de projeter du sens. Les IA font de la même chose. Elles ont été entraînées en regardant des milliards d'images. Et là-dedans, avec le contexte et le latent space, elles disent « Ah oui, ça pourrait ressembler à ça. » Voilà. Donc c'est la manière dont ça marche. Les outils, actuellement, il y a des milliards d'outils. Par exemple, sur Hugging Face, c'est un site qui rassemble les IA actuelles. Je crois que hier, il y avait 420 000 IA différentes en open source libre d'accès. 420 000. D'accord ? Il doit y en avoir 20 ou 30 000 par mois qui arrivent en plus. Les majoritaires, c'est OpenAI, donc avec DALL-E qui génère l'image et ChatGPT que vous devez connaître. Il y a Midjourney pour l'image et le reste. Alors, vous voyez, je les ai mis en noir. Pourquoi ? Parce que c'est les seuls qui ne sont pas open source. Elles ne jouent pas le jeu, entre guillemets. Elles sont pas, le code et la base de données n'est pas libre. Donc, on ne sait pas pourquoi, quand je tape « Montre-moi le plus bel homme ou la plus belle femme du monde », elle est blonde. On s'en doute, c'est la base de données. Mais on ne connaît pas les ressources. C'est une boîte noire. Par contre, tous les autres, c'est Stable Diffusion la plus importante. Hein, c'est la maman de toutes les... Alors, je dis maman ou papa ou ce que vous voulez, hein, des IA, pas de trouver de genre. Parce que même Midjourney est basé sur Stable Diffusion, qui est l'IA généraliste qui permet de créer plein de choses. Hugging Face, c'est un site très très important qui rassemble justement toutes ces IA que vous pouvez tester vraiment librement. Alors après, si vous voulez l'utiliser vraiment, il faut payer à un moment donné. Et puis après, il y a plein d'autres sites, plein d'autres IA. Par exemple, Exactly, qui est assez drôle. Ça vous permet de mettre vous-même vos propres images. C'est-à-dire qu'il va essayer de copier les images que vous avez mises. Donc vous avez un peu plus de contrôle. C'est-à-dire que vous mettez votre propres illustrations, vous dites, maintenant, voilà ton modèle. Bard, c'est l'équivalent de ChatGPT de Google. Firefly, vous devez connaître, c'est avec Adobe. Et on a Renoué pour les animations. Et il n'y en a que quelques-unes hein, comme ça. Et à installer sur sa propre machine, vous pouvez installer des Stable Diffusion sur vos propres machines. Sauf que les images, par exemple, vous n'êtes, pour les grandes entreprises, c'est un petit souci parce que vous savez, la loi américaine, si vous n'êtes pas citoyen américain, toutes données mises sur un serveur sur le territoire nord-américain, ils ont le droit de regarder. Moi, je m'en moque, je pense que vous aussi. Mais par contre, quand vous appelez Airbus, Alstom, Chanel, voilà, ça ne vous fait pas trop rire que toutes vos images, les concurrents américains puissent le voir. Quand je dis américain, c'est états-unien. Alors, comment ça fonctionne ? Ça, c'est un prompt intéressant, c'est-à-dire qu'il est bien structuré. On parle donc là, maintenant, tout d'un coup, c'est votre habileté langagière qui va être prédominante. C'est plutôt votre capacité à exprimer les choses très précisément par le texte qui va être capable de générer des images. Alors qu'avant, c'était plutôt votre habileté au niveau, alors j'espère toujours, hein, on va en parler après, au niveau du commentaire. Moi, j'ai un fils de 14 ans qui dessine très moyennement, il dessine mieux que moi, en fait, avec ses outils. Voilà. Il est capable de générer des images, en tout cas, vraiment très percutantes. Là, vous voyez, c'est intéressant. Donc là, on parle du cadrage, le type de film, le contexte, le sujet, le type de lumière et même des références historiques. Donc là, par exemple, on arrive à avoir un prompt assez précis. Et là, avec ce prompt, vous voyez, j'ai fait ça, d'accord, ça fait ça. Alors, après, j'ai fait Tom Cruise. Alors, Tom Cruise, vous voyez, j'ai vachement galéré parce que Tom Cruise vieux, ça ne marche pas. Alors déjà, il vieillit jamais,
Mais c'est surtout que statistiquement, il a 60 ans, ce Tom Cruise, je sais pas, enfin un truc comme ça. Depuis l'âge de 20 ans, il a le même visage. Donc lui, quand vous lui dites Tom Cruise vieux, il n'y arrive pas. Mais vraiment, là, j'ai dû dire qu'il avait 200 ans, qu'il allait mourir, qu'il n'avait pas mangé depuis 6 jours. Enfin, voilà, j'ai dû vraiment dire, voilà. Par contre, j'ai fait un test avec Clint Eastwood, bah, c'est beaucoup plus facile. Parce que Clint Eastwood, on a des photos, vous voyez, jeune, vieux, voilà, c'est beaucoup plus facile. Et donc là, j'ai juste dit Clint Eastwood plutôt âgé, moyen, jeune, voilà. Il a des références. Voilà. Mais lui, il ne sait pas que c'est même un humain, hein, Tom Cruise. Je vous présente Elio Mineur, qui râle, mais je fais des tests avec lui. Vous voyez, ça, c'est une IA, presque en temps réel, je le transforme en manga. D'accord? Parce que là, il arrive. Donc, c'est du vidéo to vidéo. D'ailleurs, c'est assez drôle. Vous voyez son t-shirt, moi, c'est ce que je préfère. Hein. Il change non-stop. Et là, c'est une IA qui ne connaît que les animés et les mangas asiatiques. Donc là, actuellement, dans les studios d'animation, c'est légèrement la révolution. Parce que tout d'un coup, vous entraînez une IA sur vos propres dessins animés qui comprend votre style. Et après, vous faites juste un crayonné. Vous dites, ben maintenant, hop, ça, tu me le fais dans mon style. Et c'est un gain de temps monstrueux. Ça, c'est un outil créa. Je sais pas, vous avez dû le voir sur Twitter et compagnie. Regardez, en temps réel. Donc, pour tout vous dire, il y a 2 semaines, un nouvel algorithme qui multiplie par 10 la vitesse de ce genre de truc a été mis en place. C'est déjà intégré dans les outils. Parce que ça va extrêmement vite. Et comme il n'y a pas de brevet et de protection sur les mathématiques, tous ces algorithmes mathématiques sont très vite intégrés. Donc, vous voyez, vous dessinez à gauche, et automatiquement, il y a un prompt. Hein. Vous avez défini un style. Je veux un style, par exemple, je ne sais pas quoi, peinture, aquarelle et compagnie. Et en temps réel, ça vous fait, regardez le petit papillon, tac, ça vous le transforme. Voilà. Et donc là, c'est un vrai dessin. Hein. Alors, voilà. Et après, vous voyez, il change de style là. Et actuellement, il y a des outils qui permettent de créer vos propres styles. C'est là où on reprend le pouvoir. Quand je dis reprendre le pouvoir, on n'est pas obligé de prendre les styles qui existent. Vous pouvez mettre un corpus de vos images. Par exemple, je sais pas, vous dessinez au crayon. Vous avez 50 images faites au crayon. Vous mettez ça dans l'IA qui va apprendre et dorénavant, vous dites c'est mon style. Et là, quand je dessine ça, bah, je vais faire mon style au crayon, ça va se répercuter. Et là, ça devient des outils ultra intéressants parce que là, il n'y a plus de problème de droit, de choses comme ça, puisque le corpus dans lequel vous l'avez entraîné, c'est vos images à vous. Bon, ça, c'est le futur. Ça y est, ça marche déjà, mais ça va se démocratiser très vite. Ça, vous devez l'avoir vu. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir ce qui est marqué. C'est des outils faits par les IA. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est un algorithme qui est sorti il y a à peine un mois, qui est sur Hugging Face, qui permet d'introduire des images subliminales dans d'autres. Voilà. C'est interdit en France. Hein. C'est un développeur, enfin un mathématicien qui a mis ça à disposition il n'y a même pas un mois, et pouf, ça a été introduit là-dedans. Donc ça va très très vite. Vous voyez, c'est ça l'outil. Voilà. En gros, vous promptez l'image et vous mettez l'image en noir et blanc que vous voulez introduire là-dedans. Voilà. Et ça, c'était ce qu'a proposé le développeur. Puis après, il y en a qui ont dit, mais attends, une image en noir et blanc, on peut mettre des textes, on peut mettre des typos, on peut mettre des visages. Allez hop, c'est la fête. Je vais vous montrer le travail des étudiants à qui je bosse. Ça, c'est les étudiants de Camando, voilà, d'école Camando, qui se sont dit pour l'architecture, tiens, ce serait intéressant, au lieu de créer des bâtiments, c'est plutôt faire des extensions. Donc, on a pris la Villa Savoie de Poissy. Donc, bien sûr, ils ont fait plus ou moins tout et n'importe quoi, mais c'était assez intéressant. Et surtout, sur les 200-300 images qu'elles ont pu générer, moi, je ne suis pas architecte, hein, mes architectes ont dit, bah ouais, mais en fait, au début, ils rigolaient, puis en fait, sur les 200, il y en a eu 3, où d'un commun accord, ils disaient, bah en fait, elle est intéressante. Bien sûr, le Corbusier n'aurait pas fait ça, mais avec 60 ans plus tard, avec leur réflexion, en fait, c'était cohérent. Ça, par exemple, c'est un super exercice. Il y a un groupe d'étudiants, ils ont repris le Vogue de l'année dernière, ils ont tout refait, toutes les images, pas la typo, uniquement par des IA. Alors, ça marche plutôt bien, parce que tous ces magazines féminins ont des images très standardisées. Et là, vous voyez, là, c'était il y a plus d'un an. Hein. Donc ça, c'est l'image originale, et ça, c'est l'image qui a été faite, c'est vraiment pas mal parce que déjà faire un mannequin à la couleur noire, alors, ça y est, maintenant ça va mieux, mais au niveau de la diversité, c'était des filles plutôt 20 ans et blondes. Voilà, voilà c'est les critères. Mais vous voyez, on arrive à faire des choses plutôt intéressantes et ça c'est vraiment rapide. Ça c'est des étudiants, alors c'était quoi l'école l'école de Condé, se sont amusés à faire des chaussures uniquement à base de matériaux recyclés. Donc c'était juste pour donner des pistes, à quoi ça pourrait ressembler. Ça, c'était à l'école de Vevey, en Suisse, mais c'était des chaussures pour hommes et pour femmes en même temps. Voilà, donc elles ont fait des chimères. Et donc ça fait des chaussures qui étaient comme ça, qui étaient vraiment des mélanges de chaussures pour femmes et de chaussures pour hommes. En illustration, c'était à l'ESAT d'Orléans, on a fait donc avec des illustrateurs où ils n'avaient pas le droit de toucher au pinceau, au crayon, à la tablette. Donc, mais c'était le but, dit on va faire une bande dessinée de 16 pages. Alors l'idée, c'est pas d'être productif, mais dire on va faire une vraie bande dessinée où à la fois le texte et l'image va être générée par l'IA. Et il y a eu un projet super bien. Elle, une Coréenne, elle a fait un truc assez émouvant. C'est 16 pages. C'est un enfant qui a Alzheimer. Même sans lire le coréen, vous tournez la page, il y a cet enfant qui est au milieu de la page, qui est comme ça, toujours le même. D'accord ? Et autour, il y a ses souvenirs, son animal de compagnie, un anniversaire, des choses comme ça. Et en fait, à chaque fois qu'on tourne les pages, il y a de moins en moins de carrés autour. Et à la fin, ça finit tout blanc. Et là, vous dites, quand vous le lisez,
Vous faites, ah ouais. Et là, le prof de BD, toi, est venu, il a dit, ben voilà, c'est là où est l'humain, dans le blanc, en fait. C'est de la mise en scène, c'est-à-dire que savoir si tu es capable de dessiner un petit chien qui tire la langue, c'est plus très grave. Et c'est la mise en scène qui nous donne du sens, et non plus le fait de savoir dessiner un petit chien. Ça, c'est une étudiante qui a travaillé sur l'opéra de Faust, qui voulait dessiner tous les personnages. Elle a au début utilisé Midjourney avec les descriptions des personnages de l'opéra, mais elle a rajouté des crevettes et des bestioles bizarres et des références à des graveurs du XVIIe, XVIIIe siècle. Et à un moment donné, elle a trouvé des personnages, enfin des formes qui l'intéressaient. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle les a redessinés à la main, parce que la forme lui intéressait. Et après, ce qu'elle a fait, elle a repris le contrôle, en gros, et après, ces dessins, elle les a remis dans l'IA et elle lui a dit, maintenant, tu me les habilles. C'est-à-dire qu'elle a fait des allers-retours avec l'IA, un vrai dialogue graphique. Donc, en fait, ça lui a servi de vivier, en fait, de matière première, l'IA. C'est-à-dire qu'elle a demandé plein de choses incroyables, et petit à petit, après, elle a choisi, et c'est là où l'humain et l'humaine sont super importants, c'est elle qui a fait la curation et la direction artistique, c'est elle qui a choisi. Voilà. Et après, elle a redessiné à la main pour faire un petit livret en risographie, en bichromie, qui était super. Mais c'était un vrai dialogue. La police de caractère, bien sûr, était faite en IA. Et pareil, une autre, alors c'est elle, Margot, c'est une illustratrice qui a pas mal de succès, hein, qui est en master. C'est qu'à un moment donné, il y a une machine qu'on trouve là. Le dialogue a été fait par l'IA. Elle a dit, voilà, à ChatGPT, dorénavant, tu me parles comme si tu étais un ustensile de cuisine. Ça marche. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez ChatGPT, vous pouvez lui dire, dorénavant, tu es Victor Hugo. Et il te parle comme Victor Hugo, alors avec plein de guillemets. Et elle a dit, voilà, tu me parles comme si tu étais un ustensile de cuisine. Alors c'est très bizarre, parce que comment parle un ustensile de cuisine, c'est bizarre. Mais c'est intéressant parce que cette IA, elle dit jamais non, parfait. Mais c'est surtout, elle ne va pas se poser de questions, elle va essayer de copier et d'essayer de parler comme une machine ou pas. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant. Et là, il y a une jeune étudiante qui arrive et qui nous montre juste cette image. Vous voyez la théière, là, juste là. Et c'est un petit workshop de 2 jours. Elle me dit, et elle nous montre plein d'images. Et nous, avec Sandrine, qui était une prof, tous les deux, puis d'autres étudiants, on dit, cette image, elle est super bien. De faire une sorte de théière hostile. Vous voyez, tu veux être designer ou designeuse, et en fait, tu fais un truc anti-ergonomique, c'est super bien. Et elle nous dit, non, c'est une erreur, j'avais demandé une théière couleur cactus. Et en fait, il y a eu un quiproquo avec l'IA, et c'est là où ça devient créatif, il y a eu un accident, et elle a fait cette théière qui est plutôt rigolote avec des pointes partout. Et après, on lui a dit, ben voilà, ton idée, elle est là. Mais là, l'idée, vous voyez, c'est pas l'IA qui l'a eu, l'idée. C'est nous, humains, qui ont projeté une idée là-dessus. Et après, on lui a demandé rapidement, hein, elle était juste en première année avec de la pâte à modeler, de faire tout un set de couverts hostiles. Elle fait des vers qui bavent, des trucs comme ça, c'était très drôle, ou des vers qui vous coupent les lèvres. Voilà. Et après, mais avec l'IA. Et après, on lui a demandé de le fabriquer en volume. Moi, j'ai une formation de typographe. Enfin, je travaillais beaucoup sur la typographie. Je me dis, bon, il y a un truc que je connais bien. Et un truc intéressant, c'est que les IA sont nuls en typographie. Je ne sais pas si vous avez essayé de faire des textes, ils n'y arrivent pas. Ce qui est fou, alors qu'elles reconnaissent très très bien notre écriture. Elles reconnaissent même les écritures de médecins. Et il y a eu des tests là-dessus, hein, pour les pharmaciens. Ça aide à lire les écritures de médecins. Donc elle est super forte en typo, en fait. Je travaille avec des mathématiciens. Vous savez ce que c'est la réponse? Parce que tout le monde s'en fout de la typo. Alors, je dis, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Non, mais c'est vrai, la réponse était... Et donc la réponse était, il suffit que vous nous donniez un corpus de police de caractère bien structuré avec des bonnes références, il va vous faire des typos. Il est capable de faire des humains, il est capable de faire des avions, des écureuils. Pourquoi il ne ferait pas des typos? Donc là, j'ai commencé à m'amuser, à faire des polices de caractère plus ou moins improbables. Vous voyez, alors, ce qui m'amuse là-dedans, c'est que là, c'est des polices de caractère, des choses que je voulais faire, pour tout vous dire. Par exemple, celle-là, moi, j'ai eu la chance de travailler pour Issey Miyake, le couturier japonais, pendant 8 ans dans ma vie. Et puis, je voulais faire des polices avec des tissus, des trucs comme ça, mais... ou même avec de la crème chantilly, vous avez vu avant, en fait, vous dites, ça va me prendre une semaine, et puis le résultat, il ne sera pas bien et tout. Bah, avec l'IA, ça vous permet de vous tromper très vite. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez aller explorer des pistes très rapidement, plein, et puis après, peut-être dire, bah, en fait, cette piste, elle était cohérente ou pas. C'est là où moi, je suis assez optimiste sur les IA, c'est que ça vous permet de tester, d'ouvrir vos champs, vos chakras, en gros. Ça ouvre nos champs d'exploration très vite. Et là, pour tout vous dire, là, c'est un mélange avec des plissés d'Issey Miyake, couleur corail. Et à un moment donné, vous voyez, le corail, il m'a mélangé avec les coraux, en fait. Voilà, la forme, c'était pas que la couleur, c'était aussi la forme du coquillage, on va dire, ou des coraux. Notre exemple, là. Alors, vous voyez, en police de caractère, il est très compliqué. Hein. Il a du mal à générer... voilà. Alors là, moi, j'en fais plein et je m'amuse là exprès à faire des formes un peu bizarres. Et puis, c'est moi, après, qui dit que ça devrait être un A ou un B. Vous voyez, mais ça, c'est un A, un B, un C. C'est très subjectif. Hein. Voilà. Moi, je m'amuse pas mal avec ça. Ça, c'est un truc moins cool. Ça, c'est l'année dernière, j'ai tapé ça. Des gens de confiance. 100% des hommes à cravate. Voilà. Voilà, ouais, ça vous fait rire, hein? C'est notre monde. En fait, c'est le monde, parce qu'en fait, l'IA, il faut bien comprendre qu'elle ne connaît notre monde que via les réseaux sociaux et Internet. Vous imaginez, elle ne connaît notre monde que via TikTok
ou Twitter ou Facebook. Donc elle a une vision totalement biaisée de notre monde physique. Ils ne peuvent pas corriger les biais. La base de données elle est comme ça, c'est un reflet de notre monde. Voilà. Il est machiste, raciste, tout ce que vous voulez. L'IA n'est pas raciste. Elle ne reflète que notre monde, que ce qu'on lui a donné. Là, par exemple, alors, vous voyez, graphic designer. Donc c'est un mec de 40 ans, un peu hipster, fatigué. Voilà. Je vous le dis, il n'y a pas de femmes. Hein. Alors je vois que dans les écoles actuellement, hein, en direction artistique, design, graphique, il n'y a que des filles. Hein, super. Alors, mais dans les années 80, c'était des mecs. Donc, on a ce truc. Regardez un directeur artistique, c'est typique, c'est typique un directeur artistique dans une agence. Je peux même ressembler à ça, vous voyez. Là, regardez aussi un truc intéressant, la version 4 de Midjourney et la version 5. En fait, la version 5, donc c'est un apprentissage, c'est-à-dire que ça a mis 5 mois, hein, l'apprentissage, c'est-à-dire que tout d'un coup, on récupère des milliards de nouvelles images. A priori, ils ont inspiré TikTok. Et l'IA ne sait pas que dans TikTok, il y a des filtres. C'est ça, c'est que tout d'un coup, la représentation, on va dire, des critères de beauté féminine, statistiquement, en fait, elle ressemble à celle en bas à droite. Voilà. Alors, les garçons, c'est le poil. Alors moi, c'est le contraire. J'ai pas de barbe et pas de cheveux, c'est une catastrophe. Voilà. Alors, il y a Brad Pitt est là, Jason Momoa, enfin, vous voyez les grands acteurs américains, et c'est la représentation pour Midjourney en 2023 de la beauté masculine. Voilà. Alors, dans les trucs pas drôles du tout, c'est ça. Portrait de quelqu'un d'exotique. Alors, c'est une femme. Voilà. Bon, vous voyez quelqu'un de métis, mais par contre, quelqu'un d'illégal ou pire, un terroriste, vous voyez, c'est 100% un homme de type arabe. 100%. Alors que terroriste, hein, il y a tous les genres, tous les types d'ethnies, de tout ce que vous voulez. Mais là, c'est vraiment des biais, vraiment, parce qu'en fait, Fox News, quand ils parlent de terroristes, s'il y a des terroristes d'extrême droite, ils ne disent pas des terroristes, ils disent des militants d'extrême droite. Mais en France, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que les termes sont très importants et lui ne récupère que ces termes et il dit « Ah, ben, le mot terroriste, c'est islamiste ». En gros, c'est ça. Je caricature, mais c'est vraiment ça. Donc, il faut vraiment faire attention. Et ça ne s'améliore pas. Hein. J'ai refait des tests régulièrement. C'est toujours ce genre de choses. Alors ça, on fait des fake news, voilà, des deepfakes et des fake news en 5 secondes. Hein. Donc ça, c'est un des gros problèmes actuellement. C'est que là, avant, on pouvait le faire. Enfin, même si vous connaissez, par exemple, l'histoire des photographies de Staline, on a toujours pu truquer les photos. Mais ça demandait à des professionnels. Moi, il y a encore 5 ans, je maîtrise pas mal Photoshop. Je pouvais faire à peu près n'importe quoi. Si vous me donniez 2 photos, j'arrivais à faire ça. Sauf que là, mon fils, celui que vous avez vu, il est capable de le faire. C'est-à-dire que tout d'un coup, là, on a donné à tout le monde, gratuitement, la possibilité de faire ce genre de truc. Donc ça, c'est un gros problème. Il y a un problème aussi dans le vrai travail. C'est-à-dire que tout d'un coup, ben voilà, ça c'était en 2022 hein, déjà, sur mes flux Twitter, des gens qui perdaient leur travail parce qu'ils étaient remplacés par des IA, surtout des illustrateurs. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc super important parce qu'il faut que vous arriviez à trouver votre place. Et c'est ça le gros problème. C'est que les gens qui ne sont pas de nos professions, mais c'est pareil hein, pour les musiciens, les journalistes, les auteurs, enfin, moi je parle beaucoup d'images, mais dans tous les domaines, c'est de croire que le travail d'un illustrateur, designer, chanteur, ce que vous voulez, ne se résume pas au temps de l'exécution. C'est-à-dire que le temps de création, ce n'est pas le temps de l'exécution. Et ça, c'est dur à faire. Alors ça a toujours été dur à faire comprendre, mais c'est très très dur maintenant avec les IA. On dit, ben non, mais ton image là, en 4 secondes, je le fais sur Midjourney. Ben oui, mais avoir une image avec une réflexion et une vraie idée, en fait, ce n'est pas 4 secondes, même si c'est 4 secondes à réaliser. Et c'est ça le gros truc, c'est comment moi, en tant qu'humain, je me positionne par rapport à ces machines qui dessinent mieux que moi. Donc là, ça ne va pas être le dessin, ça va être l'idée, ça va être la position, la manière dont je vois le monde pour générer une image qui a du sens, alors que l'IA ne donne pas de sens. Elle fait des images très flatteuses, mais est biaisée en plus. Les droits et les licences. Qui pourrait avoir des droits sur ces images? Les auteurs des images originales, c'est-à-dire les images qui ont été aspirées, les auteurs des algorithmes ou les auteurs des prompts. Vous voyez, il y a 3 niveaux. Alors, ce qui se passe actuellement, en vrai, si vous utilisez Midjourney comme ça, il n'y a pas de droit dessus. Les juges américains ont dit pas de droit en entrée, pas de droit en sortie. Alors, quand je dis pas de droit, c'est-à-dire que ça rentre dans le pot commun. C'est du Creative Commons, on va dire, ou d'open source. C'est-à-dire que tu fais une image sur Midjourney, j'ai le droit de te la reprendre, tu as le droit de la vendre, tu as le droit d'en faire des t-shirts, mais moi aussi. Le mieux, si je suis élégant, je te cite. Mais voilà, on ne peut rien faire. Alors moi, ça ne me dérange pas, moi je travaille comme ça, mais les grandes sociétés, vous appelez Chanel, vous n'avez pas envie que Gucci reprenne votre image et dise « Ah, je mets le logo Gucci dessus ». Donc ça, c'est très problématique, donc ça pose beaucoup de problèmes là-dedans. Aux États-Unis, ils ont le fair use, je passe vite là-dessus, mais en fait, le fair use, ça permet aux chercheurs de prendre tout ce qui est disponible sur Internet, tout, pour de la recherche. D'accord ? Les Européens ont dit « mais c'est dégueulasse, nous on n'a pas le droit de le faire ». En 2019, il y a une loi européenne, ça s'appelle le Digital Single Market, autorise à faire ça. Ce qui est fou, c'est qu'ils n'ont pas pris, en 2019, les IA étaient là, ils n'ont pas pris en compte qu'il y avait des IA. Et donc, c'est-à-dire que les chercheurs ont le droit, j'ai le droit d'aspirer tout Internet, de faire un apprentissage dessus et de générer des photos dans le style de bidule. Si c'est disponible sur Internet gratuitement.
Après, la grosse truc, c'est est-ce que je suis derrière un paywall, par exemple, et par exemple, je n'ai pas le droit d'aspirer les musiques de Spotify. Et surtout, le droit d'auteur ne protège pas les idées, hein, mais les réalisations de forme. C'est-à-dire que, par exemple, en philosophie, les concepts philosophiques ne sont pas protégeables. On cite Deleuze, on cite Stigler, on cite ça, mais il n'y a pas de dépôt là-dessus. C'est comme une recette de cuisine, une recette de jeu de société. On peut faire un Monopoly ensemble, avec la même règle, il ne faut pas l'appeler Monopoly, c'est tout. Les mathématiques, il n'y a pas de brevet dessus, parce que c'est juste une idée. Par contre, on ne peut pas déposer l'idée de la roue. Par contre, on peut déposer un truc circulaire avec des rayons. Voilà, ça, on peut le faire. D'accord ? Et en fait, avec les IA, c'est des algorithmes, c'est plutôt des idées, donc on ne peut pas le déposer. Et j'ai le droit de dessiner comme Picasso, si j'en ai le talent. Par contre, je ne fais pas un faux Guernica. Aux États-Unis, qui sont très procéduriers, hein, aucun procès n'a réussi à bloquer quoi que ce soit. Voilà. Et c'est de pire en pire. Voilà. Et juste pour vous dire, actuellement, Adobe, Google, Microsoft disent à toutes les grosses boîtes, utilisez nos IA, et s'il y a un procès, nous, on payera à votre place. Tellement ils veulent y aller. Moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est-à-dire que, genre, vas-y, prends mes clés, roule à 300 km/h, je payerai l'amende. Alors, je vous montre un peu ce que j'ai réalisé quand même. Je vais finir là-dessus. Là, par exemple, l'année dernière, en fait, on m'a proposé de réaliser un spectacle immersif entièrement réalisé à base d'IA. C'était un peu ambitieux. C'est le théâtre antique de la ville d'Orange. Donc, c'est immense, hein, vraiment, c'est immense. Et donc, toutes les images sont faites à base d'IA. Donc, je passe vite là-dessus, mais donc là, alors là, j'étais tout seul. C'est pas du tout pour frimer, hein. Budget tout seul pendant 3 mois. Alors, il y avait Nicolas et une autre personne qui m'ont aidé, donc 2 assistants qui m'ont aidé pendant 1 mois. Mais toutes les images fixes ont été générées par des IA. Donc, c'est un grand spectacle immersif. Vous avez des casques, là, suivant l'endroit où vous êtes, le son change. Et c'est sur la création du monde vu par l'Antiquité. Et l'idée, c'était de créer tous les dieux, les déesses, les titans, les muses via des IA. Voilà. Donc ça, c'était le cahier des charges. Et donc, moi, j'ai créé d'immenses tableaux comme ça. C'est 15 000 mètres carrés, hein. C'est 25 vidéoprojecteurs avec du vidéomapping dans tous les sens. Ça, c'est des tests. Ça, c'est moi. Et j'ai tapé Zeus, voilà. Et je me suis regardé avec ma caméra, voilà, il y a des petits outils comme ça. Voilà, moi avec une belle moustache. Et voilà, donc j'ai pas mal travaillé là-dessus. Puis après, par contre, toutes les animations sont faites d'une manière traditionnelle, After Effects et compagnie. Voilà. Mais là, l'idée, ce qui était intéressant, c'est que j'ai pu faire 13 tableaux différents. C'était comme un opéra. Il y avait 13 tableaux, il y avait des actes. Et chaque tableau était graphiquement très différent. Il y avait l'univers des hommes, des muses qui étaient très colorées. Au contraire, les titans étaient très noirs et blancs et très inquiétants, presque abstraits. Et en fait, l'IA m'a permis de faire vraiment un storyboard très très vite, très rapidement, et puis de créer des univers vraiment différents. Et ça me permet aussi, ce que je disais, de me tromper très vite, de faire des tests, et puis après, d'un commun accord, surtout avec le designer sonore, parce que le son était déjà fait. Est-ce que cet univers sonore correspond bien à ça ? Voilà. Donc alors je suis toujours embêté de le montrer parce que c'est tellement immense, c'est toujours déçu quand on le montre. Voilà. Mais vous voyez, il y a des visages comme ça. Alors, ils sont tous animés, hein, des systèmes là, vous voyez, il y a la Minotaure, il y a des chimères, il y a des fois des trucs complètement abstraits qui marchent bien. Voilà, là, il y a un décor immense comme ça, puis il y a toujours des bébêtes qui arrivent, et puis il y a des cercles au son, et ça correspond au son que vous écoutez. Voilà. Donc il y a des bulles sonores dans lesquelles vous vous promenez. Et le spectacle dure 45 minutes. Et donc, en fait, en vrai, si on avait dû le faire, c'était 3 ans pour 30 personnes. Bon, on n'avait que 3 mois. Donc, de toute façon, on n'avait pas à mettre 180 personnes dessus. Mais l'idée, c'est que ça m'a permis d'aller très, très vite. Alors, pas en production, mais en amont. C'est-à-dire que la direction artistique et les storyboards et tout ont été faits très vite. Donc là, je vous montre rapidement. Vous voyez, ça, c'est mes premiers croquis horribles. Puis hop, j'ai mis ces croquis dans un truc d'IA qui les a transformés comme ça. Hop, et puis là, vous voyez, c'est le début de mon storyboard où il y a des images Pinterest, des images à moi, puis des images qui commencent à être générées par des IA très vite. Et puis là, vous voyez, là, c'est mon casting. J'ai fait tout un casting. Ça, c'est mes muses, voilà, qui partaient dans un délire pas possible. Et puis avant, j'avais plutôt des statues grecques classiques. Donc l'idée, c'était, on partait sur des rendus assez classiques, sauf qu'il y avait des choses qui partaient en vrille. C'est-à-dire qu'on mélangeait des modules abstraits, un peu organiques, et par exemple, qui avaient des références, par exemple, historiques sur des vrais visages et des proportions romaines, on va dire. Voilà. Truc drôle, c'est que moi, je suis parti des vraies descriptions des textes antiques. Alors, c'est dur à... Il n'y a pas un endroit où il y a une seule description. Hein. Mais, par exemple, vous dites Neptune, voilà, je prends la description, je le mets directement dans des IA, Midjourney et autres. Ben, vous voyez, quand je mets une déesse ou un dieu grec, ça fait ça. Là, j'ai eu un peu peur. J'ai fait, c'est mal parti avec les IA. Voilà. Parce que lui, qu'est-ce qui est prédominant? C'est l'esthétique Marvel ou manga. Ce qui est normal, hein, sur l'esthétique. Après, j'ai commencé à affiner mon prompt.
Regardez ce que ça a fait, c'est la Renaissance. Ben oui, parce que la Renaissance a beaucoup travaillé sur l'Antiquité. Donc tout d'un coup, j'étais ah ouais, mais c'est cool, mais c'est pas ça, quoi que ça aurait dû être drôle. Et puis petit à petit, en affinant les prompts, ben, en fait, je rajoutais statues, il fallait que je mette des trucs sur les matériaux, vraiment, que c'était de la pierre, des choses comme ça, pour qu'ils s'éloignent de l'esthétique Marvel. Voilà. Ça, c'est un projet pour un copain, Jean-Jacques Birger, ben, qui vit pas loin. Donc on a travaillé sur des fausses images à partir de gravures, voilà, du 17e, 18e siècle, avec une histoire de poisson et tout. Et donc là, l'image est entièrement faite, la matière première est faite à base d'IA. Mais par contre, regardez comment j'ai travaillé, en fait. J'ai tout imprimé, j'ai tout refait à la main, en fait. Donc, en fait, l'IA m'a servi que de matière première. Je vous voulais des poissons, des trucs un peu bizarres. Et après, j'ai retravaillé dessus. Donc, pas de souci au niveau des droits, là. C'est-à-dire qu'au niveau des droits, si on peut prouver qu'il y a une personnalité derrière les images générées, alors vous êtes auteur. C'est comme la photographie. La photographie, ce que m'expliquait les juristes, ils ont mis 50 ans à se mettre d'accord. Bon, j'espère qu'ils vont aller plus vite pour les IA, mais les photographes sont considérés comme des auteurs. Et ben, les IA, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si on peut reconnaître une personnalité créative derrière le prompt ou l'image, alors c'est bon, il y a un auteur. Que ça soit fait au crayon, avec un appareil photo ou une IA. Voilà. Donc en gros, ce que disent des juristes actuellement, conservez vos croquis. Comme ça, on pourra prouver qu'il y avait vraiment une idée derrière la tête. Voilà. Et dernier exemple, je travaille avec Nicolas Nova, donc, qui est sociologue, ethnologue, et qui travaille beaucoup sur le design. Ça fait 4 ans qu'il travaille sur Chamonix. Donc Chamonix, c'est l'endroit en Europe où le changement climatique est le plus visible. Si vous connaissez la mer de glace et des choses comme ça, c'est hallucinant. Ben, il y a des montagnes qui s'écroulent. Et Nicolas, il a décidé d'en faire un jeu de rôle. Donc c'est un jeu de rôle spéculatif sur Chamonix en 2080. Et moi, l'idée, c'était de dire, OK, c'est un jeu de rôle, on fait donc papier, hein, un jeu de rôle classique, mais basé sur des vrais documents scientifiques, et une vraie exploration et une vraie spéculation sur le futur de Chamonix. Et on a une chronologie qui passe de moins 4000 jusqu'à 2100. Ben, ce qui est assez simple, c'est que toutes les images avant 2023 sont des vraies images, des gravures, des choses comme ça. J'ai entraîné une IA en plus sur plein de cartes postales et de gravures du 19e siècle et début 20e siècle là-dessus. Et après, je demande à cette IA de me générer le futur. Alors là, juste pour vous dire, pour la petite idée, il y a 2 livrets et l'idée, c'est qu'il n'y a pas d'encre. C'est que de la découpe. Et ce que vous voyez, c'est de la gravure laser. C'était l'idée de travailler sur le truc le moins polluant du monde, entre guillemets. Et là, vous voyez, ça, c'est des vraies gravures de 1840, voilà, qui vont être imprimées en riso. Hein. On va les imprimer en risographie. Voilà le livre. Alors, je suis désolé, c'était le prototype. On a imaginé des styles de musique, on a imaginé tout un imaginaire sur le futur du graphisme, on veut dire, de la musique et tout, à Chamonix. Et pareil, moi j'ai essayé de travailler sur dire, ben voilà, il va y avoir une pénurie d'encre, par exemple, l'encre c'est ce qu'il y a de plus polluant, mais actuellement, on peut, avec certaines bactéries, des choses comme ça, faire des encres. Par exemple, le bleu. Donc on se dit, tiens, il va y avoir plus de bleu que de rouge, bientôt. Voilà. Donc l'idée, c'était de faire ça. Et là, par exemple, c'est de la céramique en 2080 à Chamonix. Donc je lui ai donné des critères, je lui ai dit voilà quel type de couleur on allait avoir, quel type de matériaux, et lui m'a généré des images. Alors il m'en a généré plein, hein. D'ailleurs on va faire un site web, je crois que je vais tout mettre dedans. Sur le bouquin il ne fait que 180 pages, donc j'avais pas beaucoup de photos, mais l'idée c'est que je me servais là, de l'IA comme une boule de cristal. Voilà. Et après avec un choix bien sûr. Mais l'idée c'est que je lui donnais le maximum d'informations, et hop, après il me donnait des propositions. Ça c'est des refuges, voire des églises à Chamonix en 2100. Basé uniquement avec de la roche. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'utiliser que les matériaux locaux. On ne va pas prendre du béton. Voilà. À quoi ça pourrait ressembler. Les refuges, voilà, en mettant des critères sur les panneaux solaires, sur des choses qui se déplient, qui se plient. Voilà. Merci. Un grand merci à toi. Merci. Moi, j'ai plein de questions, mais il y a certainement des questions qui émergent. Merci pour la présentation. Moi, j'avais une question par rapport au retour client. En fait, on peut générer plein d'images avec des IA. Mais pour venir les modifier parfois précisément, par exemple pour l'Odyssée sonore, comment vous avez fait quand vous avez eu des retours en fait, clients qui disent bah non, moi je voudrais d'une telle manière, de tel angle, etc. Comment on gère ça? Alors, l'Odyssée sonore, c'était cool, ils m'ont laissé tranquille parce qu'en fait, non, mais c'était il y a plus d'1 an et demi, c'était waouh, l'IA, toi, donc voilà. Donc, alors, l'IA, moi je le considère comme un assistant qui prend beaucoup trop de drogue, mais par contre, qui a vu tout Internet. Donc il connaît toutes les références, tous les trucs, alors occidentaux, hein, mais qui connaît des milliards de trucs, qui se fatigue jamais, qui est toujours poli, qui dit ah je veux le faire. D'ailleurs j'en fais un peu trop des fois, mais qui prend beaucoup de drogue, donc il n'est pas cohérent. Donc si vous avez travaillé, je ne sais pas si tu as travaillé un peu avec Midjourney et compagnie, si tu as une idée très précise, il n'y arrive pas. Voilà. Par exemple, juste là je sors d'un truc, il y a un groupe là d'étudiantes qui ont voulu faire une femme, une suffragette qui était comme ça, impossible. La femme est toujours comme ça. Et faire une femme qui était comme ça, c'était impossible. Voilà. Et tu vois, c'est très compliqué. Donc après, il y a Photoshop, après tu sors toute une armada d'outils et en fait, tu prends autant de temps. Donc en gros, c'est ça le problème, c'est dire attention, l'IA, elle est ultra forte
pour faire des planches de style au départ, c'est-à-dire au niveau de, je sais pas comment on appelle ça, l'idéation, c'est qu'au début, quand tu commences à faire ton storyboard, ça c'est super, il te propose des milliards de trucs. Par contre, après, pour finaliser l'image, c'est pas du tout une IA, parce que l'IA n'est pas contrôlable. Donc elle n'est pas du tout fiable. Et c'est basé comme ça. Donc on essaye de la rendre fiable, un truc qui n'est pas fiable. Voilà. Donc c'est ça le problème, c'est que toi, quand tu travailles en post-production, After Effects ou compagnie, tu arrives à contrôler tout exactement ce que tu veux. L'IA, pas du tout. Donc en gros, l'IA est plutôt en amont, toi, pour faire des planches de style, d'ambiance, de trucs comme ça. Voilà, on va travailler là-dessus. Puis une fois que c'est décidé, bon, bah, maintenant on décide, bah, on prend un vrai photographe, des vrais mannequins ou pas, hein, ou on le fait en 3D, ou on le fait en dessin animé, comme vous voulez. Voilà. Et donc c'est ça le problème actuellement. Là, moi, ce que j'ai en vrai, hein, dans la vraie vie, c'est qu'avec le client, il pense qu'on peut tout faire. Peut-être j'en ai une toute petite, une petite dernière. Est-ce que tu n'as pas, malgré tout, même si tes étudiants te disent au bout de 3 jours que l'IA est imbécile, qu'on est d'accord qu'elle n'a pas de conscience, qu'elle n'en aura sûrement jamais, j'adhère. Est-ce que malgré tout, des fois, tu n'es pas tenté de penser que tu en as une meilleure compréhension, une meilleure connaissance au fur et à mesure que tu les utilises? Ah ouais, alors là, moi, alors c'est pas pour frimer, mais comme ça fait 2 ans et demi que je vis avec Midjourney, j'ai une Midjourney, hein, parce qu'après, quand je suis j'ai une connaissance un peu fine au niveau du langage, que certains mots vont... Ben c'est comme, je sais pas, un outil. Voyez, vous savez qu'avec telle aquarelle, tel bleu, machin, ah, ça fait ce genre de truc. Donc il y a une connaissance un peu fine là-dessus, ou des choses qui ne marchent pas, plutôt. Je veux dire ça, oublie, voilà. Mais c'est vrai on arrive à... Mais parce que les développeurs l'ont même pas. Hein. Moi, les mathématiciens à qui je bosse, ils me demandent non-stop, mais comment vous travaillez? Ils essayent de savoir quel est notre processus de travail pour nous aider après. Hein. C'est pas l'idée de nous remplacer, d'ailleurs. Ils disent, mais non, comment vous travaillez? Et c'est vrai qu'à force d'utiliser ces outils, même à l'œil, on le reconnaît tout de suite sur les couleurs, les rapports de forme et des trucs comme ça, on arrive à le détecter de moins en moins hein, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'un vrai photographe, par exemple là j'ai travaillé avec une photographe professionnelle, impossible. Ça, je ne peux pas savoir si son image est vraie ou pas parce que bah, elle a l'œil et la sélection qu'elle a fait de photos, bah, elle sait, elle connaît la lumière, elle connaît mieux que moi tout ça. Et donc moi j'avais beaucoup de mal à le faire. C'est comme un musicien je pense. Voilà. Mais on arrive à un niveau de finesse. Mais c'est vrai qu'à force de l'utiliser, on comprend. Mais c'est comme tout. Voilà, c'est comme tout. Mais c'est vrai que c'est un peu étrange des fois. Hein. Non, mais par contre, il y a des choses, par exemple, Midjourney, il perd, par exemple, la typo, la version 5, il est nul. Il sait plus ce que c'est qu'un M d'un B. Alors que la version 3, il était beaucoup plus précis. En fait, des fois, il y a des choses qui, ben, comme nous humains, je pense, ils perdent la mémoire. Parce qu'en fait, c'est simple, ils ont appris plus, il y a des choix humains qui ont focalisé. Par exemple, ils ont focalisé sur l'hyperréalisme. Ils ont focalisé, et ça, c'est un choix marketing, qui dit dorénavant, il faut que nos images aient l'air très hyperréalistes. Donc, tu me prends tous les magazines de mode et tu me les scannes. Je caricature, hein, mais ça s'est fait comme ça. Voilà. Comment les développeurs d'IA ils font pour savoir ce qu'ils doivent censurer, quelle image ils ne doivent pas montrer Bah ça, c'est tu vois, là, j'ai travaillé avec un groupe, là, ils ont eu 1 mois d'entraînement sur un gros corpus d'images. Ils ont pris sur Internet. Sur 1 mois, les 2 premières semaines, c'était enlever les images pornographiques. Parce qu'ils ont tout pris. Et donc, en gros, ils me disaient, il y a 30% d'images pornographiques sur les IA. Et l'IA ne sait pas que c'est une image pornographique. C'est ça le truc, c'est que toi, a priori, si tu fais un livre pour enfants, tu vas éviter. Tu vois, non mais l'IA ne le sait pas. Donc après, ils ont des IA obsédés sexuels qui sont vraiment là pour traquer les images pornographiques ou de nu ou ce que tu veux, voilà. Et donc c'est un énorme travail ça. Et c'est des machines qui le font. Voilà, et après, il y a des humains, c'est pour ça que toutes les images là, sur Midjourney, partout, il y a un report où tu peux très vite dire, attention, cette image, elle est bizarre. Il n'y a que les humains qui ont une sorte de sens commun, une sensibilité, et en plus, ça dépend des cultures. Par exemple, il y a eu c'était les Indonésiens qui censuraient des images sur Facebook, par exemple des statues grecques qui étaient nues. Eux, ils voyaient des gens nus, censurés. Alors pour toi, tu dis, bah non, c'est la culture occidentale, grecque, c'était normal à cette époque, ou même les époques les peintures de la Renaissance et tout, il y a beaucoup de nus, elles étaient censurées automatiquement parce que l'IA voyait des gens tout nus. Voilà. En tout cas, Étienne Miner, moi je dis un grand merci à toi. Ben, merci beaucoup.